Bonsoir à toutes et à tous. Ravi de partager ce moment de pré-confinement, comme le précisait le Topix. Donc, je vais pas vous raconter ma vie, mais je vais essayer plutôt de vous faire parcourir l'univers de la pédagogie qui a pas mal évolué au cours de ces derniers siècles et principalement au cours de ces quelques dizaines d'années. Euh, l'idée première n'est pas encore une fois de revoir tout ça, mais de le regarder avec un peu dans le rétroviseur. Et j'ai trouvé amusant de partager la vision d'Albert Einstein sur l'imagination. Il disait que l'imagination est un aperçu des attractions à venir. Eh bien, c'est exactement ce qui nous attend et c'est exactement le reflet de ce qu'est la pédagogie, de ce qu'était la pédagogie et ce qu'elle risque de devenir. Il y a encore quelques centaines d'années, la pédagogie, c'était principalement l'apprentissage. On copiait et on mémorisait. On ne s'intéressait pas beaucoup à autre chose. Il s'est fait initialement, je dirais, de manière verbale. Petit à petit sont arrivés des supports, tablettes, argile, bois, papier, parchemin, avant d'arriver jusqu'au tableau noir et de se transformer considérablement, véritablement, vraiment brusquement au cours du XXe siècle avec l'arrivée de l'informatique. Alors au départ, les ordinateurs, c'était des grosses valises qui étaient assez éloignées des salles de classe ou des bureaux. On en parlait, mais bon, ça s'était pas véritablement entré dans la démarche dans la pédagogie. Et c'est au cours des années 60 que les premiers terminaux informatiques ont commencé à devenir un petit peu plus rationnels, un petit peu plus compacts, et qu'ils ont permis de relier à la fois des salariés et des étudiants à des ressources à l'origine qui étaient davantage des ressources d'information et qui permettaient à la fois de travailler, de suivre une conférence. On n'était pas encore dans ce qu'on appelle la pédagogie, d'inscrire véritablement la machine dans le ruban pédagogique. C'est véritablement la fracture qu'a apporté l'évolution du web qui a véritablement transformé, qui nous a permis aujourd'hui de parler de e-learning. Alors le mot e-learning est arrivé assez récemment aussi, on en a commencé à en parler à la fin des années 90, où le digital a pris véritablement le pas sur ce qu'était le tableau blanc ou le tableau noir de nos grands-parents, ou même certains d'entre vous ont connu encore le tableau et la craie. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pendant de très longues années. Mais au final, maintenant, à quoi ça pourrait ressembler d'ici, allez, 2050? Pour comprendre ce à quoi pourrait ressembler le digital, il faut quand même se poser la question de voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce que la distance implique dans le changement de nos habitudes et de nos pratiques. L'idée toujours maîtresse, donc même dans les concepteurs des outils, a été de garder une relation de qualité. Mais dans la pratique, réellement, posons-nous la question, faisons un pas en arrière et essayons de voir qu'est-ce qui change. Ce qui a changé, c'est l'espace. C'est le changement le plus évident et pourtant c'est celui dont on parle le moins. Changement auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Les protagonistes d'une session de travail, qu'ils soient étudiants ou professionnels, eh bien, sont réunis dans un espace dédié, une salle de classe, un bureau, une salle de réunion, une salle de conférence. Aujourd'hui, chacun est chez soi, dans son propre univers. C'est loin d'être un élément négligeable. Autre élément de transformation, le temps dédié au travail en commun, qui était le temps traditionnel de la formation, donc le temps traditionnel de la formation en salle de classe, eh bien, il est beaucoup plus court lorsque l'on passe de la présence à la distance. Concrètement, pour des raisons, je dirais, d'organisation, il est très difficile, et c'est vrai que le fonctionnement, je dirais, on ne va pas rentrer dans le fonctionnement du cerveau, ce sera l'occasion peut-être d'une autre session de travail ensemble, parce que c'est passionnant. Eh bien, capter l'attention d'une personne à distance, ça demande beaucoup d'efforts à la fois de la part de l'enseignant, du formateur, mais également de la part de l'auditeur, du téléspectateur qui est devenu l'apprenant, le salarié ou l'étudiant. Et lorsqu'on s'adresse à un gros volume de participants, eh bien, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut ne plus être tout seul, ça devient extrêmement compliqué parce qu'il faut réussir à créer des interactions. Donc, le temps
c'est également une dimension importante. Les échanges, lorsque l'on est en face à face, lorsqu'on a ses étudiants ou ses stagiaires en face à face dans une salle de classe, eh bien, on a la possibilité de gérer le non-verbal et de réagir au fur et à mesure des interactions. Lorsque l'on est à distance, eh bien, ça devient beaucoup plus difficile. On se coupe souvent la parole, les caméras sont éteintes, on est complètement désinhibé, on ne suit plus et on n'est plus nécessairement attentif. Pour le formateur, eh bien, il est confronté exactement aux mêmes enjeux. Il se retrouve souvent à parler tout seul et il ne joue plus son rôle qui est de créer des interactions et de construire des interactions. Les échanges sont là aussi une fracture assez considérable. La dernière, eh bien, c'est la plus évidente, c'est l'évolution des outils. La visioconférence, la classe virtuelle, tout ce qui a permis jusque-là de travailler, eh bien, a considérablement évolué. Le formateur, il est pris dans une disposition nouvelle. Il doit intégrer une dimension particulière qui est liée à la distance et le temps de latence. Le fait qu'il dispose d'un moment de sa télécommande en main et le moment où l'ensemble, je dirais, des spectateurs vont voir sa diapositive ou son message à l'écran, eh bien, il peut se passer parfois 1 seconde, 2 secondes, voire 3 secondes, pendant lesquelles le message affiché n'est pas celui, il est déconnecté de celui du formateur. Et là, les choses se compliquent puisque lorsqu'il s'en rend compte, eh bien, la dimension support n'est plus un avantage, mais devient une contrainte et pèse dans l'esprit. À aucun moment, pour lui, ne se rend compte ou il n'intègre que cette situation, eh bien, c'est à lui qu'il le doit, et que cette difficulté et que ces caprices, je dirais, de la technologie, eh bien, sont propres à sa démarche. Donc ça, c'était cette vision technique. Demain, c'est quoi le demain de la pédagogie? Eh bien, en fait, les quelques instants que nous venons de passer ensemble, et vous avez tous vécu ou subi la pédagogie de vos enseignants, et vous vous rendez compte en fait, qu'est-ce qui change? Tout change et rien ne change. La pédagogie reste une démarche structurée, un ruban pédagogique reste identique. Il y a une dimension de la part du formateur qui consiste à prendre en main, faire prendre conscience, et puis ensuite accompagner, structurer et s'assurer de la réussite de son stagiaire, de son élève ou de son étudiant. Demain, les outils qui vont nous permettre de transformer cette dimension de transfert du savoir, eh bien, ils ne vont pas fondamentalement changer. Ce qui risque d'arriver, c'est des usages nouveaux. Alors, le passage du papier au téléphone mobile, eh bien, il est évident. Aujourd'hui, on vit tous avec notre téléphone mobile et faire des calculs sur un bout de papier, eh bien, je serais curieux de savoir combien d'étudiants ou combien d'élèves sont encore capables de faire une division, une preuve par 9. Ce serait assez amusant d'ailleurs de découvrir et de faire ce petit test entre vous. Les quelques semaines de confinement qui nous attendent sont l'occasion de tester nos capacités cognitives et de voir comment nous sommes capables de reprendre ça en main. Parce que là, à l'arrivée, le téléphone portable va nous permettre de faire tout autre chose, c'est-à-dire ce même calcul que nous faisions avec un papier et un crayon, eh bien, nous allons pouvoir le faire in situ. C'est-à-dire, plutôt que de faire des calculs majestueux sur les longueurs de l'hypoténuse, eh bien, on va aller faire une photo, voir et calculer sa hauteur, la hauteur de la tour Eiffel, de la Statue de la Liberté, que sais-je encore, ou de Notre-Dame, et de le partager ensuite avec son groupe de travail. Voilà ce que pourrait devenir la leçon de demain, celle qui était précédemment papier, crayon, règle. Eh bien, elle peut et elle risque de se transformer en photo, calcul, partage. Parce que l'apprentissage collaboratif, eh bien, c'est quelque chose de particulièrement puissant auquel nos professeurs, je dirais, nous ont habitués
lorsque nous étions enfants, même plus tard en tant qu'adultes, on ne s'est pas nécessairement rendu compte que nos encadrants, nos tuteurs, nos mentors, eh bien, nous engageaient dans cette démarche d'apprentissage collaboratif. Qu'est-ce qui pourrait encore venir perturber ce ruban pédagogique? Eh bien, c'est les multimédias immersifs, ceux qu'on appelle les multimédias immersifs, ce qui aujourd'hui hérité bien évidemment des jeux vidéo. Donc, dans les années 90 à 2000, une dizaine d'années, les films IMAX et la 3D a révolutionné le cinéma. On nous a apporté une expérience de plus en plus réaliste. Eh bien, ces multimédias immersifs sont en train de prendre une place beaucoup plus importante avec d'une part la réalité virtuelle, mais également la réalité augmentée. Alors, ça veut dire que l'apprenant, le stagiaire, l'étudiant va devenir non plus un simple spectateur, mais un découvreur de la connaissance que l'on va mettre à sa disposition. Il va pouvoir parcourir des univers qui précédemment étaient des univers descriptifs. Eh bien, il va pouvoir s'immerger soit dans l'environnement d'un personnage historique ou même dans un environnement beaucoup plus industriel, beaucoup plus business, beaucoup plus marketing. Toutes ces technologies sont en train d'évoluer, l'intelligence artificielle est en train d'exploser, véritablement d'ouvrir des portes auxquelles on n'avait pas nécessairement pensé il y a encore une dizaine d'années. Et il est fort à parier que l'arrivée, là aussi, et le déploiement de l'informatique et des ordinateurs quantiques vont amener encore une nouvelle expérience d'apprentissage avec des outils qui seront encore plus puissants et encore plus interactifs. Excusez-moi, juste pour Oui, vous prévenir, il restera plus qu'1 minute, Louis. parfait. Donc, on aura terminé avec la gamification. Alors, aujourd'hui, nous avons des téléspectateurs relativement jeunes, une génération Y et Z, et qui a baigné dans la gamification. Eh bien, le jeu a surgi dans la pédagogie et nous avons beaucoup appris sur la pédagogie, la psychologie cognitive qui se trouve derrière la dimension engagement. Et alors, on reparlera peut-être une autre fois de ce point particulier de notre fonctionnement, mais les étudiants, les apprenants aujourd'hui aiment à maîtriser des concepts, à monter de niveau, à jouer, à commenter, à partager avec des univers qui parfois leur sont totalement étrangers. Et donc, la gamification sera sans aucun doute une dimension nouvelle. Et elle illustre un paradoxe, le passage de la dimension, une espèce de dimension logique, d'être formé à celle de se former avec cette dimension engagement. Eh bien, on va terminer avec Albert Einstein et on aura bouclé notre boucle. L'imagination est un aperçu des attractions à venir, celles que la pédagogie vous propose.